Les grands titres de cette édition d'information, religion Côte d'Ivoire, programme spécial de l'église Foursquare de Yopougon. Les détails dans ce journal. Économie, la France renforce sa coopération avec l'Algérie et le Maroc. Et enfin, sport, tirage au sort de l'Afrobasket 2013 à Abidjan en présence du ministre ivoirien du sport. La joie du Seigneur est la force de ses enfants. Mesdames et messieurs, bien-aimés du Seigneur, bonjour et merci de nous rejoindre sur Béni TV, la chaîne des bénis, pour cette nouvelle session d'information. Les fidèles de l'église Foursquare de Yopougon ont organisé un programme spécial ce dimanche 31 mars 2013. Objectif, exprimer leur reconnaissance au Seigneur pour tous les bienfaits reçus. Le compte-rendu complet de Christian Brio. Le rendez-vous dominical du 31 mars 2013 était pour l'église Foursquare de Yopougon un moment particulier, en ce sens que le culte de louange et d'adoration a été un véritable moment de reconnaissance au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'église Foursquare assise à Yopougon-Niangon est dirigée par l'évangéliste Vincent de Paul, pasteur principal, n'a pas failli à la tradition de la célébration de la Pâque. Précédé d'une semaine de jeûne à prière, allant du lundi 25 mars au vendredi 29 mars 2013, l'apothéose était le dimanche 31 mars, avec pour thème l'impact du sang de l'agneau. Après les témoignages rendus, signe de reconnaissance et de véritable communion avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Place à la parole de Dieu. L'orateur du jour, l'invité spécial, le révérend Zacharie Adetola, président fondateur de la mission évangélique Ephrata. L'homme de Dieu a enseigné le peuple sur la bonne pensée, s'appuyant sur les livres de Genèse chapitre 12, Exode chapitre 20, Philippiens chapitre 4 verset 7 à verset 8. Selon le révérend Zacharie Adetola, il y a des critères attachés au principe de la réussite, car la bonne pensée doit résider dans l'espérance afin de faire naître le déclic. Pour lui, une bonne pensée crée une bonne base pour un résultat excellent à l'image d'Abraham, dont les pensées ont été changées par Dieu. Car ce qui est digne de louange doit être l'objet de nos pensées. Ceux qui ont réussi dans le monde, ils ont une chose en commun, la bonne pensée. Il dit, les pensées que j'ai pour vous, ce ne sont pas des pensées de malheur, c'est des bonnes pensées. Et c'est aux bonnes pensées qu'on attache l'espérance. C'est là que ça devient la foi. Ce programme spécial s'est achevé dans une symbiose parfaite, signe de communion fraternelle, un moment de reconnaissance pour ce rendez-vous dominical. Nous restons avec Christian Brio qui, au terme de ce programme, a tendu son micro aux différents participants. Nous les écoutons. Que l'Église aujourd'hui puisse prendre sa place initiale, puisse, voyez, reconquérir là où elle avait perdu les batailles et aller à la conquête des âmes. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il est impératif que le monde puisse vivre la réalité de l'Évangile. Et c'est vous qui êtes appelés pour être des témoins oculaires de la manifestation de ta puissance, sa puissance. Ne restez pas avec la peur ou la crainte. Il dit, ce n'est pas un message de honte ou bien de portant que j'ai reçu. C'est la démonstration de la puissance de Dieu. Partez démontrer sa puissance et lui, il va se faire valoir. Nous avons voulu organiser cette semaine pascale afin que les chrétiens comprennent la portée d'abord de la Pâque, mais pour que nous aussi, l'Église, nous soyons une Église qui puisse connaître la puissance de la résurrection de Christ, cette résurrection à tous les niveaux. D'abord à commencer par la vision des hommes de Dieu, une vision d'excellence, une résurrection au niveau des fidèles dans leurs activités, mais une résurrection spirituelle qui aura un impact sur l'Église et un impact également sur le quartier dans lequel nous sommes. Raison pour laquelle depuis lundi on a commencé par une évangélisation et les thèmes qui ont été traités, c'était d'abord pour comprendre le sang de la Pâque et terminer avec un géant de la foi, comme je le nomme, le révérend Zacharie Adetola, qui est un homme de vision pour que l'Église également rentre dans cette dimension-là et que les fidèles également comprennent la portée de s'engager dans l'œuvre de Dieu. Je voudrais bénir Dieu pour l'occasion qui nous a été donnée pour la célébration de cette fête qui est la Pâque. La Pâque signifie passer au-delà, passer outre, être épargné. Et nous avons voulu que le peuple de Dieu soit marqué par cette fête, voir la puissance, la résurrection de Christ se manifester, voir la grâce de Dieu impacter les vies. Et c'est la raison pour laquelle nous avons organisé cette fête. Dieu a vraiment béni son peuple et nous sommes dans la joie en ce matin parce que nous avons reçu un homme de Dieu qui n'est pas n'importe lequel. Et nous avons vraiment été bénis. Nous voulons remercier le Seigneur pour sa grâce, que toute la gloire lui revienne. Je suis vraiment très heureuse
Il y a eu, c'était une semaine spirituelle qui a débuté depuis le lundi. Et aujourd'hui, c'est l'apothéose. Et vraiment, on a été enrichis. Et le révérend Adetola qui a fait ce déplacement, c'est vrai que c'est un homme qui n'est pas très disponible. C'est très difficile de l'avoir. Mais je veux dire qu'il a accepté. Il est venu, il a enseigné le peuple de Dieu au travers de la parole de Dieu. On a été bénis, on a été richement enseignés. Donc je voudrais dire merci à tous ces orateurs qui ont fait ce déplacement. Nous voulons tout simplement communiquer notre foi à tout ce quartier, à tout Yopougon, à toutes ces personnes qui nous visitent et leur dire que Jésus est ressuscité et que c'est véritablement la Pâque. Voilà. Dans un tout autre registre, les Ivoiriens l'attendaient depuis longtemps avec impatience. C'est fait, le gouvernement a baissé les prix du carburant et du gaz domestique. Le super sans-plomb qui était de 792 francs est passé à 782 francs, soit une baisse de 10 francs. La bonbonne de gaz B28 de 18 689 francs est maintenant disponible sur le marché à 13 000 francs. La baisse est-elle effective sur le terrain? Réponse avec RTI 1. La réduction du prix du super qui passe de 792 francs CFA à 782 francs CFA le litre. C'est par ce communiqué du ministre ivoirien du pétrole, des mines et de l'énergie qu'a été annoncé dimanche dernier la baisse du prix du super sans plomb. En vigueur depuis le 1er avril, la mesure est effective depuis ce mardi. Hier c'était férié, donc ce matin les techniciens de Cositam sont venus, ils sont passés au changement de prix du carburant. Cette mesure réjouit visiblement les consommateurs qui souhaitent voir le gouvernement aller plus loin dans la lutte contre la cherté de la vie. S'il y a une réduction de 10 francs, c'est bon. C'est bon pour nous, les consommateurs. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Ça permettra aux clients vraiment de se maintenir pour le moment. Mais ce que demandé au gouvernement de faire encore un peu d'effort. Pour ce qui est du prix du gaz butane, avec la bouteille B28, la baisse de 18 669 francs à 13 000 francs n'est pas encore effective sur tout le marché. D'ailleurs, depuis la dernière hausse, les revendeurs n'en commandaient pratiquement plus, les ménages préférant la B6 maintenue à 2 000 francs CFA et la B12 à 5 200 francs. À présent, parlons économie. La France est le premier partenaire économique de l'Algérie et compte le rester. Nicole Bricq, ministre français du commerce extérieur, était en visite à Alger, la capitale, dans cet objectif. Un renforcement qui a déjà débuté ce mardi avec un forum économique en prélude à la signature de plusieurs accords de coopération à partir du mois de mai prochain. L'objectif que je fixe est clair. La France doit rester le premier partenaire commercial de l'Algérie. L'ambition est affichée, mais n'est pas si simple à réaliser. Renault a signé en décembre une nouvelle usine dans la banlieue d'Oran, mais certains contrats piétinent, comme celui de Total avec la Sonatrach. Entre 2005 et 2011, on a même assisté à une baisse de 40% des PME françaises en Algérie. La ministre du Commerce extérieur a donc souhaité un forum ce mardi 2 avril en vue de bâtir de nouveaux projets entre les entreprises des deux pays. Et aujourd'hui, ce forum d'affaires précède celui que nous tiendrons à Alger au mois de mai, où nous verrons la concrétisation des projets. Donc il est extrêmement important qu'on ait pu faire rapidement la suite de la visite du mois de décembre et qu'en mai à Alger, nous puissions très concrètement signer des coopérations concrètes d'entreprise à entreprise. Aller vite, c'est profiter du fait que l'Algérie s'est engagée dans un programme d'investissement de 219 milliards de dollars. L'Algérie souhaite renforcer le secteur industriel pour diminuer ses importations. La part de l'industrie algérienne a très fortement décliné en 20 ans. De 18,2% du PNB, elle n'est plus que de 4,5% actuellement. Le gouvernement vise une part de 10% dans les 5 prochaines années. Le moment semble donc opportun pour la France. Ce qui nous manque, c'est la technologie et le savoir-faire. Et donc nous invitons nos amis français à venir nous accompagner dans cette aventure industrielle. En leur disant, attention, l'économie algérienne s'est ouverte au monde entier. Il y a les Chinois, il y a les Turcs, il y a les pays de l'Est, il y a le Brésil. Nous préférons les Français, mais bien évidemment, s'ils ne viennent pas, on sera obligé de faire d'autres arbitrages. Depuis quelques années, la Chine talonne la France dans ses échanges avec l'Algérie. Elle menace même de la dépasser.
Jean-Pierre Raffarin, le monsieur Algérie français, n'a donc cessé ces dernières années de renforcer les liens avec le pays. Donc nous avons beaucoup d'intérêts communs. Nous avons aussi une langue en commun et nous avons une volonté commune de pouvoir avoir des projets dans lesquels tout le monde peut être gagnant. Une vision partagée par l'Algérie qui souhaite malgré tout laisser la porte ouverte à d'autres partenaires. Je pense qu'avec chaque pays, il y a des spécificités qui sont liées à l'histoire, à la géographie et au tropisme et à la proximité. Donc nous ne sommes pas dans une compétition entre régions, nous sommes dans une démarche de complémentarité. Avec la France, nous avons beaucoup de complémentarité, du fait de l'histoire, de la géographie, du partage des valeurs universelles et surtout de la part du tropisme. Une complémentarité qui pourrait s'établir dans les secteurs de l'agroalimentaire, l'énergie ou le bâtiment et déboucher sur des contrats lors du forum qui se tiendra les 28 et 29 mai prochains à Alger. Nous restons avec la France qui poursuit le renforcement de sa politique économique avec le Maghreb. Le président français François Hollande est annoncé cette semaine à Casablanca, accompagné d'une forte délégation d'une 50aine de personnes. Ils rencontreront des décideurs économiques, mais la tâche reste ardue. Les États-Unis et l'Espagne jouent des coudes pour gagner la faveur du royaume chérifien. Regardez. Permettre à la France d'affirmer son statut de premier partenaire commercial du Maroc. C'est l'un des enjeux de la visite d'État de François Hollande. Durant 2 jours, le président français et sa délégation d'une 50aine de chefs d'entreprise vont rencontrer à Casablanca et à Rabat de nombreux décideurs économiques marocains. Car la première place française est très disputée. Les États-Unis considèrent leur relation avec le royaume chérifien comme un modèle dans la relation avec les pays arabes et leurs échanges ont atteint les 4,4 milliards de dollars en 2012. Mais le concurrent le plus important des Français reste l'Espagne. En 2012, Madrid a même raflé la place de premier exportateur au Maroc grâce à ses ventes de carburant. Paris garde tout de même le titre de premier partenaire commercial car la France vend au royaume chérifien des produits industriels, notamment du matériel de transport et d'équipement ainsi que du blé. Celui-ci représente 15% des exportations françaises. Ces ressources cumulées, ajoutées aux produits technologiques et informatiques, permettent à la France de maintenir un excédent commercial vis-à-vis du Maroc. Un excédent qui accuse une baisse importante en 2012. Une chute due en grande partie à l'ouverture de l'usine Renault de Tanger. Les voitures de tourisme produites dans cette usine sont en grande partie importées en France. La nouvelle usine du constructeur français incarne bien la forte implantation des entreprises françaises au Maroc. Actifs sur le territoire marocain, 750 filiales d'entreprises françaises. Parmi elles, Total, Vivendi, Suez ou encore Électricité de France. Une relation qui a permis à Paris de remporter d'importants contrats dans des secteurs clés, comme la construction du TGV marocain en 2011. Cet engagement fait de la France le premier investisseur au Maroc. De 2000 à 2010, la France y a investi 123 milliards de dirhams, soit 11 milliards d'euros. C'est la moitié du total des investissements étrangers faits pendant cette période dans le royaume chérifien. L'économie devrait donc occuper une place importante dans la visite du chef de l'État français et une quinzaine de contrats devraient être signés portant notamment sur la coopération technique. On abordera l'agroalimentaire, pour les 2 pays un secteur clé de l'économie. Mais plus encore, c'est l'énergie qui devrait faire l'objet d'importantes discussions. Le Maroc, lancé dans une stratégie de développement des énergies renouvelables, cherche à attirer des investisseurs étrangers dans l'éolien et le solaire. Les entreprises françaises tenteront d'être en bonne place dans ce marché d'avenir. Début février, Gaz de France décrochait le contrat de construction de la centrale éolienne de Ouarzazate. Opérationnelle en 2014, elle sera le plus vaste parc éolien d'Afrique. Le Forum social mondial a fermé ses portes ce samedi à Tunis durant 5 jours. Les participants venus du monde entier ont étudié un large éventail des questions comme le commerce, la pauvreté, les conflits, l'économie, la dette ou encore l'environnement. Mais cette année, les observateurs ont annoncé une baisse de la mobilisation, 30 000 contre 75 000 en 2011. Les participants ne sont pas découragés pour autant. L'Afrique n'est pas à vendre. Ce slogan aura résonné dans les rues de Tunis toute la journée de samedi. Pour marquer la fin du Forum social mondial, des milliers de militants ont défilé dans la capitale tunisienne. 30 000 personnes, 5 jours de débat. Les participants ont étudié un large éventail de questions comme le commerce, la pauvreté, les conflits, l'économie, la dette ou encore l'environnement. Ce qu'on peut retenir, comme d'habitude, c'est cette convergence-là de tous les mouvements sociaux du monde, ces échanges, ces débats
les différentes alternatives des différents coins du monde qui se retrouvent. Maintenant, l'essentiel, c'est de faire de ces acquis-là des actions sur le terrain pour que tout ce qu'il y a comme lutte, grands enjeux, que ce soit la violation des droits de l'homme, ou bien que ce soit la corruption, que ce soit la mauvaise gouvernance, que ce soit l'impunité, que ce soit la dette, que dans les différentes actions du monde, on puisse essayer de relever les défis et changer les choses. Lancé en 2001, le FSM se veut le pendant du Forum de Davos, la réunion annuelle du gratin économique et politique mondial. La capitale tunisienne n'a d'ailleurs pas été choisie par hasard, puisque c'est ici qu'est né ce qu'il convient désormais d'appeler le printemps arabe. Cependant, la baisse du nombre de participants, 30 000 contre 75 000 en 2011, fait dire à certains observateurs que le mouvement altermondialiste est en train de s'essouffler. Nous quittons la Tunisie pour les États-Unis. Le parquet de l'État américain du Colorado va réclamer la peine de mort pour James Holmes, surnommé le tueur d'Aurora. L'année dernière, le jeune Américain âgé de 25 ans avait fait irruption dans une salle de cinéma et mitraillé les spectateurs revenus à la première du film Batman. Un bilan lourd, 12 morts et plusieurs blessés. Présenté depuis le début de l'enquête comme une personne psychologiquement perturbé, le tueur d'Aurora n'échappera donc pas à la justice. La peine de mort contre James Holmes, le tueur d'Aurora. C'est ce que va réclamer le parquet de l'État américain du Colorado. Il l'a annoncé ce lundi au cours d'une audience préliminaire devant laquelle le jeune homme de 25 ans devrait être jugé dans quelques mois. James Holmes, ici les cheveux encore orange lors de sa première comparution devant le tribunal, a été présenté depuis le début de l'enquête comme une personne psychologiquement perturbée. Mais rien n'a jamais été clairement énoncé concernant les troubles dont il souffrirait. Il est accusé d'avoir tué 12 personnes et d'en avoir blessé 58 autres pendant une projection du dernier Batman. C'était en juillet 2012. Il s'était rendu peu après à la police. Mercredi, les avocats de James Holmes avaient proposé que leur client plaide coupable en échange d'une peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération anticipée. Ils n'auront pas eu gain de cause. James Holmes n'évitera pas un procès. À présent, la page sportive de ce journal et nous démarrons avec le tirage au sort de l'Afro-Basket 2013 qui a eu lieu ce samedi 30 mars à Abidjan en Côte d'Ivoire. Un tirage au sort rehaussé par la présence du ministre ivoirien des Sports Alain Lobognon et plusieurs dirigeants du basketball africain. La cérémonie du tirage au sort de l'Afro-Basket 2013 a eu lieu le samedi 30 mars 2013 à la salle UEMOA de la Versus Bank située dans la commune du Plateau. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Promotion de la Jeunesse et des Sports, M. Alain Lobognon, et en présence des sommités du basketball africain et mondial qui a rendu son verdict. D'entre eux, le président du COCAN, comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations du basketball masculin 2013, M. Aboubakar Fofana Sidiki, s'est dit optimiste et confiant quant à la réussite de ce rendez-vous continental du basketball africain. C'est un sentiment de satisfaction. Je crois que aujourd'hui, Afro-Basket Côte d'Ivoire 2013 est lancé. C'est une réalité pour nous aujourd'hui. Disons qu'il reste beaucoup de choses à faire. Les défis à relever sont énormes. Mais comme je l'ai dit, la Côte d'Ivoire s'y est engagée et nous ne pouvons que relever le défi. Après les différentes allocutions, place au tirage au sort. Et la Côte d'Ivoire, pays organisateur, a hérité d'une poule à multiples équations avec des équipes de grande envergure telles que l'Égypte, le Sénégal et l'Algérie. Et en match d'ouverture de cette 27e édition de l'Afro-Basket, la Côte d'Ivoire ouvrira le bal contre l'Algérie. Les éléphants basket sont désormais situés sur les adversaires. Rendez-vous est donc pris pour août 2013. C'était un reportage signé Christian Aubrio. Nous poursuivons cette édition en parlant toujours de sport, mais cette fois-ci de football. Le Paris Saint-Germain évite la défaite contre le FC Barcelone en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Le PSG a arraché un match nul au Parc des Princes face au FC Barcelone de partout. Regardez. Je suis fier de la performance des joueurs, surtout de l'attitude, de le courage que tous les joueurs ont montré. Le résultat, pas très content. Nous devons aller à Barcelone pour chercher de marquer 2 buts. Ce soir, nous avons eu l'habilité de faire 2 buts, alors l'attitude sera la même. Hola, bona nit. El partit, en principi, un partit
Je pense que c'était un match typiquement de quart de finale. 2-2, c'est un bon résultat. Même si c'est un résultat court pour nous au regard de la facture qui est lourde à payer. Parce que je pense que l'on a été supérieur. On a joué avec une très grande intensité. Ça a été un match très difficile. Jo penso que ens hem de tornar a treure el barret, han estat amb una intensitat terrible, amb un grau de concentració molt gran, en un camp dificilíssim. Bien sûr, nous sommes contents parce que nous n'avons pas perdu. Nous voulions gagner. Mais pour être honnête, quand vous jouez contre une équipe comme Barcelone, une équipe très spéciale avec des joueurs spéciaux, ce qui est important, c'est de montrer du caractère, de la confiance et du courage. Nous refermons cette édition d'information avec une révolution, un stylo 3D qui permet d'écrire dans l'air. Imaginez un stylo qui permet d'écrire sans papier et sans support. Tous ceux qui ont rêvé un jour de pouvoir soulever leur stylo de leur feuille de papier afin d'écrire dans l'air ou de dessiner en 3D peuvent désormais se réveiller. Ce stylo existe et il verra le jour d'ici septembre 2013. Le stylo 3D est à base de caoutchouc fondu. Quand vous écrivez, le stylo fait sortir du plastique fondu qui se refroidit très rapidement et se solidifie. Il vous permet de créer une structure stable de toutes les formes. Il faut évidemment une petite prise en main comme avec tout nouvel outil, mais rapidement, ceux qui se débrouillent déjà bien en dessin arrivent à créer de jolis objets. Pour le prouver, ils ont demandé à des artistes de créer des objets avec le 3D. Les inventeurs de ces stylos révolutionnaires viennent d'obtenir le financement pour le commercialiser. Mesdames et messieurs, bien-aimés du Seigneur, c'est ici que prend fin cette édition d'information, mais le programme continue sur Béni TV, la chaîne des bénis, et que Dieu vous garde.